Quand la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du monde. Écrivait François Mitterrand dans son livre intitulé « Ici et maintenant » paru en 1980. Joe Biden a donc promis à Paris de remettre le circuit et surtout de reprendre ce qu'ils peuvent appeler les accords de Paris sur le climat. Joe Biden, opposant, à peine a-t-il été déclaré élu, pas officiellement encore, eh bien, la France s'est précipitée à lui adresser les félicitations. S'en est suivi l'Allemagne, le Royaume-Uni, bref, l'Union européenne. Joe Biden ne s'est pas arrêté là puisqu'il a déjà annoncé et a mis en place la création d'un site de transition. Site de transition donc pour déjà balayer Donald Trump qui pourtant n'a pas encore jeté l'éponge, d'autant plus que seule la Cour suprême est habilitée à trancher en dernier ressort. D'ailleurs, Donald Trump a décidé de saisir la justice donc concernant cet État. Ça pourrait donc prendre beaucoup de temps, comme en 2000 exactement, lorsque Al Gore lui aussi avait contesté l'élection présidentielle face à George Bush. Il a fallu attendre 5 semaines pour que les résultats officiels soient proclamés. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. Mais Joe Biden n'a pas attendu qu'on aille au bout, tout comme la France, l'Union européenne et tous ces pays n'ont pas attendu, qu'ils ont déjà tendu la main à Joe Biden, qui d'ailleurs est déjà prêt à créer ce qu'on appelle son gouvernement, puisque dans ce qu'il appelle aujourd'hui la transition, il est maintenant sur le point de faire des nominations concernant 4000 personnes dans l'administration. Joe Biden est dans la position de l'opposition, puisqu'il est effectivement opposant. Mais cependant, Donald Trump, qui est encore au pouvoir, et qu'on nous présente parfois sous l'image facesque d'apprentis dictateurs, sous la niaiserie, de la clownerie, n'a pas encore eu à nous montrer cette grande sauvagerie, puisque jusqu'à présent, on n'a pas entendu qu'il a assigné à résidence l'opposant Joe Biden. On n'a pas appris qu'il a envoyé l'armée. On n'a pas appris qu'il a séquestré qui que ce soit. Donald Trump utilise les moyens légaux. Et pourtant, bien évidemment, en Afrique, lorsqu'il s'agit des opposants, a-t-on déjà vu la France soutenir ceux qui ne sont pas de son côté, ou encore ceux qui sont des opposants? On a donc à regarder justement ce 2 poids 2 mesures d'une élection qui se passe aux États-Unis, où par exemple la Russie, la Chine, d'autres pays disent que attendons, nous ne pouvons pas encore nous prononcer, nous ne pouvons pas encore dire qui a gagné l'élection présidentielle aux États-Unis tant que tous les recours ne sont pas achevés, ne sont pas mis dans des tiroirs. Mais Paris a déjà validé une élection présidentielle. Pendant ce temps, en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, on se rend quand même compte qu'il y a eu une élection d'Alassane Ouattara dans la plus grande contestation. Et Alassane Ouattara s'est mis dans la position de Ouattelais qui aujourd'hui a séquestré les opposants.
On sait encore, et tout le monde l'a vu, comment est-ce que Henri Konan Bédié, ancien chef d'État ivoirien, a été séquestré après avoir été attaqué nuitamment dans son domicile, qui d'ailleurs a été violé par les forces de sécurité, a été perquisitionné sans un moindre mandat. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié est assigné à résidence. Tout comme celui qui a été Premier ministre, qui jouit encore d'une immunité puisqu'il est député à l'Assemblée. Donc, Pascal Affi-N'Guessan a été kidnappé, arrêté dans des conditions qu'on ne peut pas encore déterminer depuis plusieurs heures, voire des jours. Et il est maintenu sans pour autant avoir accès à un avocat dans un endroit caché. Voilà donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire où les opposants sont traités comme des terroristes, puisque justement l'opposition ivoirienne est poursuivie pour avoir tenté de mettre sur place un conseil national de transition, pour avoir protesté, contesté l'élection présidentielle et pour avoir, bien sûr, voulu défier un homme qui pourtant, lui, a défié la loi, a défié la Constitution, a marché sur la Constitution. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, puisque la situation en Côte d'Ivoire interpelle sur les positions diplomatiques de certains États et de certains dirigeants occidentaux qui pourtant sont prompts à donner des leçons de démocratie, de justice ou encore de non-ingérence, mais qui, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, prennent quand même des positions qu'on ne comprend plus trop bien en fonction surtout de ce qu'ils peuvent avoir comme relation avec le chefaillon qu'ils viennent placer dans leur ancienne colonie. Il est donc aujourd'hui regrettable que M. Pascal Affi-N'Guessan soit détenu, soit interrogé dans des conditions inhumaines, dégradantes, et que son image ait été présentée pour justifier qu'il n'était pas encore mort. Mais il avait le même t-shirt. Il avait un regard vide. Et on sentait qu'on lui dictait exactement ce qu'il devait dire, tout en gardant en arrière-plan des hommes en tenue qui lui donnent des instructions, lui disent de répéter qu'il n'a pas été torturé. Là déjà, c'est une torture morale, une torture mentale, une torture physique, des traitements inhumains et dégradants qui sont condamnés par toutes les organisations et les chartes de défense des droits de l'homme. Et quand on essaie de voir donc la position aujourd'hui des Européens et particulièrement de la France, cela nous interpelle dans la mesure où exactement l'élection qui s'est passée aux États-Unis et où il y a déjà des félicitations, mais en Côte d'Ivoire, on voit un tango à reculons, puisque jusqu'à présent, Alassane Ouattara n'a eu ni les félicitations de la France, ni les félicitations de l'Union européenne, ni l'ONU, ni l'Union africaine, ni personne. Bref, Alassane Ouattara est donc là comme si on attendait voir ce qui pourra se passer pour qu'on vienne à se prononcer un peu plus tard. Un peu plus tard parce que les grandes nations, enfin, appelons ça grandes nations, mais on pourrait plutôt parler de grandes puissances occidentales, sont plutôt en train de voir de quel côté va peser la balance. Et cette balance, c'est en essayant de décourager l'opposition, en validant les intimidations, les arrestations, la séquestration
et en brandissant la Constitution. Le 4 novembre, donc 2020, juste après l'élection parodique d'Alassane Ouattara, Kishman, qui est bien sûr l'ambassadeur de l'Union européenne, s'est présenté avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Royaume-Uni et aussi l'ambassadeur des États-Unis. Sanglé dans son costume tel un acteur de théâtre, et bien sûr, ouvrant les yeux comme oncle Picsou, accompagné de sa bande, de ce qu'on peut appeler les Lucky Luke et autres, eh bien, cet ambassadeur a fait comprendre et a fait une déclaration que mes collègues et moi sommes partis rencontrer le président du PDCI RDA, M. Henri Konan Bédier, pour lui signifier de retirer ou bien de renoncer à son projet de transition. Nous lui avons également rappelé qu'il fallait plutôt un dialogue politique avec tous les acteurs de la Côte d'Ivoire. Voilà donc un message qui semble très confus. Ils ne sont pas allés auprès d'Alassane Ouattara, lui dire de ne pas arrêter les opposants. Ils ont dit, et particulièrement la France, que ça ne valait pas la peine de se prononcer par rapport à la candidature d'Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, ils parlent du respect de l'ordre constitutionnel. Et c'est là où justement nous voyons qu'il y a tromperie, qu'il y a une sorte de jonglerie pour essayer de pouvoir prendre le peuple ivoirien et les Africains à contre-pied. Au départ, et particulièrement le 7 octobre, le 7 octobre, avant l'élection présidentielle, on a vu, bien sûr, celui qu'on appelle Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dire qu'il ne voulait pas prendre part et ne voulait pas s'impliquer, s'immiscer dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, que ce soit l'opposition, la société civile, tout le monde criait qu'il fallait d'abord arrêter Alassane Ouattara afin qu'il ne se présentât point, dans la mesure où l'article 55 de la Constitution lui interdisait un troisième mandat. Et lui-même d'ailleurs avait annoncé en mars qu'il se retirait de la candidature et qu'il passait la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui donc, la nouvelle génération qu'Alassane Ouattara voulait nous présenter et qui a été applaudi par Paris et toute l'Europe, eh bien, c'est monsieur de 78 ans, claudiquant, marchand, à peine, et qui, aujourd'hui, est donc pratiquement fini. Alassane Ouattara est donc la nouvelle génération qui devait arriver au pouvoir. Sauf que, puisque l'Union européenne, la France, demande qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte les institutions, la justice, c'est pour cela qu'on dit d'abord, est-ce que la France et l'Union européenne ont condamné la candidature d'Alassane Ouattara qui était déjà illégale? Et donc, deuxième des choses, il faudrait quand même prendre en considération ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante était-elle légale? Que non, puisque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait bel et bien assigné, ordonné, dicté à cette CEI de se refaire un ménage.
Au lieu de ça, Alassane Ouattara, avec la quasi-totalité des membres sous sa férule, a fait passer cet organisme comme étant un arbitre corrompu, tout comme ce qu'on peut appeler le Conseil constitutionnel. Eh bien, lorsqu'on voit donc que quelqu'un n'a pas respecté le b.a.-ba des institutions de la République, lorsqu'on se rend compte que quelqu'un a joué à l'autocrate en éliminant systématiquement tous ses rivaux, en écartant Guillaume Soro, qui pourtant, selon la Cour de justice africaine, devait compétir tout comme Laurent Gbagbo, à qui il a refusé ne serait-ce qu'un passeport ordinaire qu'il demande pourtant et dont il a droit. La France n'a pas réagi, tout comme l'Union européenne face à toutes ces injustices. Aujourd'hui, lorsqu'on demande le respect de ce qu'on peut appeler les institutions de la République, peut-on même déjà dire que l'élection en Côte d'Ivoire est une élection qui devrait être prise en compte par la communauté internationale? Non. Puisque cette élection n'a pas respecté les conditions minimales d'une élection crédible, d'une élection valable. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque, première des choses, il est constaté selon l'ONG locale Indigo que 23% des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. Et que pendant cette élection, où Alassane Ouattara était opposé à Alassane Ouattara, eh bien, il y a encore eu des bourrages d'urnes. Et il y a eu 391 incidents. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Indigo. Bien plus, on regarde d'autres observateurs qui étaient là, comme par exemple le centre Carter. Le centre Carter, c'est l'œil de l'Amérique, puisque cette ONG a été créée par le président Jimmy Carter en 1982, qui d'ailleurs a été prix Nobel de la paix. Et cet organisme a déjà toujours observé des élections et donne la crédibilité d'une élection. Or, lorsqu'on voit son rapport, eh bien, le centre Carter nous fait comprendre que l'élection en Côte d'Ivoire, vu le contexte sécuritaire, ne s'est pas passée dans des bonnes conditions et n'est pas crédible. C'est le centre Carter qui le dit. Et d'ailleurs, le centre Carter, qui n'a même pas pu assister ou bien avoir accès à tous les bureaux de vote, note quand même qu'il y a eu sur les quelques régions où il a eu accès, c'est-à-dire que 17 régions, on a constaté que 16 étaient pratiquement amorphisées, ne répondaient pas aux critères d'une élection. L'élection en Côte d'Ivoire n'a donc pas été transparente. Et au lieu de se plaindre auprès d'Alassane Ouattara, on se plaint plutôt de l'opposition. Puisque, bien évidemment, aussi, lorsqu'on voit d'autres rapports, on se rend compte que pendant l'élection, non seulement il y a eu des affrontements, mais aussi il y a eu des morts. Une élection dans un bain de sang. Quelle crédibilité peut-elle avoir? Raison pour laquelle, jusqu'à présent, eux-mêmes sachant que Alassane Ouattara, qui pourtant est déclaré vainqueur d'une élection avec un score stratosphérique à la soviétique, ne parvient pas à recevoir aujourd'hui le soutien véritable de la communauté internationale. Et ceci se vérifie, puisque vous voyez par exemple la position de la France aujourd'hui qui joue pied gauche, pied droit,
souffle le chaud, souffle le froid. On n'a qu'à voir donc, par exemple, la dernière visite de Jean-Yves Le Drian au Niger, le 5 novembre, il déclare, il félicite, il met pratiquement sur le podium le président nigérien, M. Issoufou, en vantant le respect de la Constitution et en disant que l'élection au Niger, la prochaine qui sera organisée, sera bel et bien ce qu'on peut appeler une leçon de démocratie pour l'Afrique. Cette parole de Jean-Yves Le Drian devrait plutôt, en même temps, nous présenter le miroir grossissant, ahurissant de la Côte d'Ivoire, d'un Alassane Ouattara, qu'on ne peut plus citer comme aujourd'hui un modèle de démocratie. À travers le message, Jean-Yves Le Drian reconnaît que la démocratie se pratique au Niger, qu'Issoufou est un démocrate et à mot caché avoue que l'élection en Côte d'Ivoire n'a été que ce qu'on peut appeler une tragicomédie qui aboutit aujourd'hui à la barbarie et où Paris démuni cherche avec la queue de souris pliée à vouloir redorer son image. Mais la France peut-elle redorer son image par rapport à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, d'autant plus que les signes précurseurs de ce qui s'est passé à la crise post-électorale de 2010, eh bien, ça commence aussi à gazer et ça commence aussi à inquiéter. L'inquiétude est d'autant plus grande dans la mesure où Alassane Ouattara aujourd'hui, contrairement à 2010, n'a plus tous ses soutiens. Contrairement à 2015, il n'a plus ce semblant d'opposants qui lui donnait de la crédibilité qu'il y a eu une élection. Rappelez-vous qu'en 2015, bien évidemment, le 28 octobre, juste 3 jours après l'élection, Pascal Affi-N'Guessan, qui aujourd'hui est en prison, avait reconnu sa victoire et avait félicité Alassane Ouattara. La participation à cette élection tutoyait les 80%, voire 100% dans certaines zones. Et Affi-N'Guessan, qui n'avait récolté que 9%, s'était incliné. Ça fait de telle sorte que Alassane Ouattara, qui avait déjà bénéficié non seulement du soutien d'Henri Konan Bédié, qui avait renoncé à se prononcer, à se présenter, à candidater, sachant qu'il devait venir bénéficiant d'une passe décisive d'Alassane Ouattara en 2020, eh bien, aujourd'hui, ceux qui étaient donc avec Alassane Ouattara, qui lui ont donné une crédibilité internationale, nationale, sont aujourd'hui tous ses ennemis. Oui, Henri Konan Bédié. Est-ce que c'est vrai? Alassane Ouattara a déjà arrêté pas moins de 21 opposants, dont Affi-N'Guessan, que je vous rappelais qu'il est encore député, n'a pas encore eu de levée d'immunité. Et d'ailleurs, Alassane Ouattara n'a fait que démontrer encore, avec sa main de fer dans le velours, qu'il s'en fichait de ce qu'on appelle l'immunité. Plusieurs députés ont été jetés en prison, ce qui est pratiquement une première dans le monde. Et puisque nous avons donc démontré que Alassane Ouattara, à l'intérieur du pays, a des difficultés à convaincre, à rassembler, à l'extérieur également, Alassane Ouattara est en train de diviser. Il faut quand même rappeler que lorsqu'il est venu rencontrer Emmanuel Macron lui avait signifié ses inquiétudes par rapport à sa réélection, évitant et surtout diagnostiquant déjà quelques failles
qui annonçait une crise. Emmanuel Macron lui avait demandé de reporter l'élection pour qu'il puisse non seulement passer le flambeau à une nouvelle génération en s'excluant, en excluant Gbagbo, en excluant Henri Konan Bédié. Mais il avait refusé. Il est donc parti dans cette élection convaincu qu'il allait faire un passage de force. Or, aujourd'hui, ce que Alassane Ouattara ignore et qui se retourne aujourd'hui contre lui, c'est que la France d'Emmanuel Macron n'est pas la France de Nicolas Sarkozy. La France de Nicolas Sarkozy voulait absolument se débarrasser de Laurent Gbagbo. La France de Nicolas Sarkozy était du je m'en foutisme. Parce que pour eux, et particulièrement pour Nicolas Sarkozy, il fallait placer Alassane Ouattara au pouvoir par tous les moyens. Y a-t-il eu respect de la souveraineté de l'État? Non, la France n'avait pas respecté. Y a-t-il eu le respect de l'ordre constitutionnel? Non, la France n'a pas respecté. Puisqu'il faut rappeler que lorsque l'élection est organisée sur injonction de Paris et que Gbagbo accepte d'y aller, eh bien, une partie de la Côte d'Ivoire est quand même occupée par des rebelles. La France, si elle voulait bien que cela se passe dans de bonnes conditions, aurait pu engager l'opération pour désarmer les rebelles, comme par exemple elle a fait. Pourquoi est-ce que la France est partie intervenir au Mali, l'opération Serval en 2013? On disait que parce que les terroristes, les rebelles avaient des armes. Mais en Côte d'Ivoire, on a dit à Gbagbo, va comme ça à l'élection. Eh ben, vas-y. Gbagbo est allé à l'élection. Mais dans cette élection, parce que l'histoire nous rattrape, dans cette élection, faut-il le rappeler, au premier tour, eh bien, Gbagbo avait obtenu 38%, et puis Alassane Ouattara avait obtenu 31%, et Henri Konan Bédié, 21%. Pourtant, c'était une élection où il y avait des bourrages d'urnes. Beaucoup de bourrages qui ont permis à Alassane Ouattara, qui n'était même pas deuxième, à passer au troisième tour, au deuxième tour, puisqu'il était troisième. C'est l'ambassadeur français qui va aller rencontrer, bien sûr, Henri Konan Bédié, M. Simon, Jean-Marc Simon, qui va donc là le rencontrer pour qu'il ne fasse pas la contestation, puisque justement, dans la contestation, il y avait ce qu'on appelait le CNO, c'est-à-dire que les régions du centre, du nord, de l'ouest, qui étaient occupées bien évidemment par des pro-Ouattara, des milices, et où l'élection a été faite dans de très mauvaises conditions, avec des scores allant parfois à plus de 110%. C'est-à-dire que le nombre d'électeurs était supérieur au nombre d'inscrits. Et c'est comme ça que sur 600 000 bulletins, eh bien, Henri Konan Bédié devait contester, mais la France est venue, lui a dit, tu ne contestes rien, tu fermes ta bouche, parce que notre pion, Alassane Ouattara, doit être placé. Et c'est comme ça que Alassane Ouattara va le dévancer avec 300 000 voix. Et même quand on arrive au deuxième tour de novembre, 28 plus précisément, Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. Là encore, on va arriver dans ce qu'on appelle un confusionnisme incroyable, historique, honteux, scandaleux. Puisque, suite au dépouillement de la commission électorale indépendante, la CEI, comme ils ont voulu l'appeler indépendante, eh bien, on va se rendre compte que elle qui était pourtant
à majorité dans l'opposition, et non plutôt favorable à Gbagbo, va chercher à manigancer, à manipuler les résultats. Et on va se retrouver dans une situation où le président, dont on n'oubliera jamais le nom, Youssouf Bakayoko, qui avait milité, était le bras droit, était l'enfant chéri, ou alors le poulain d'Henri Konan Bédié pendant une centaine d'années. C'est lui qui dirigeait la commission électorale indépendante. Et c'est lui qui devait et qui était là pour faire le faux. Et d'ailleurs, sans appeler les autres membres, ils vont arriver à l'hôtel du Golfe hors délai. Et l'hôtel du Golfe, c'était le QG de qui? Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle. Et c'est là-bas où le président va annoncer que c'est Alassane Ouattara qui est vainqueur de l'élection présidentielle devant France 24, devant l'ambassadeur de France, devant l'ambassadeur des États-Unis. Dans quel pays on a vu ça? Voilà donc comment est-ce que Alassane Ouattara, dans la pure illégalité, puisque déjà la commission électorale indépendante était hors des délais, donc elle était écartée. Et au-delà de ça, l'organe habilité à valider l'élection présidentielle qui a été créée par Gbagbo, ça a été créé en 1994. Donc la commission, le conseil constitutionnel, plutôt, le conseil constitutionnel, organe qui devait valider l'élection, n'avait même pas encore validé, puisque, bien au contraire, lorsqu'elle est venue, lorsque cet organe est venu en rescousse, conformément à la loi, a invalidé 7 bureaux de vote. Et c'est ainsi que le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection présidentielle. Mais est-ce que la France, à ce moment, a demandé à Alassane Ouattara d'accepter, de respecter l'ordre constitutionnel? Non. Puisque, selon les lois, l'article 55, justement, des prérogatives, des attributions du Conseil constitutionnel, c'est seul cet organe qui est habilité à infirmer ou confirmer une élection présidentielle. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. Donc le Conseil constitutionnel est aussi habilité, au cas où il y a des fraudes, à annuler totalement une élection. Or, cette élection, même s'il fallait l'annuler, elle aurait été annulée en défaveur d'Alassane Ouattara. Puisqu'il y avait d'ailleurs une société qui était habilitée à collecter des votes électroniques qu'on appelait TILS Technology, qui avait transmis 2000 procès-verbaux à la commission électorale indépendante en disant que ces procès-verbaux avaient été rejetés parce qu'il y avait beaucoup plus de votants, beaucoup plus d'électeurs que de nombre d'esprits. Et cela s'élevait à 600 000 quand on comptabilise. Donc, nullement Alassane Ouattara n'aurait été élu président de la Côte d'Ivoire. Nullement l'Union européenne, la France, les grandes puissances, l'ONU n'ont respecté l'ordre constitutionnel. Et bien plus, Alassane Ouattara a même voulu tendre la main des ouvertures, puisque d'ailleurs, vous le savez très bien qu'en 2000, la candidature de Alassane Ouattara avait été invalidée pour nationalité douteuse, et qu'il a fallu, par exemple, que ce soit Laurent Gbagbo qui ouvre des brèches et qui prenne des décisions pour pouvoir permettre à Alassane Ouattara
de se présenter à cette élection. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. Et comme je le disais, cette ouverture, cette main tendue, c'était quoi? Laurent Gbagbo avait suggéré qu'on fasse donc le recomptage. Et d'ailleurs, les observateurs de l'Union européenne eux-mêmes, dans leur rapport, ont bel et bien mentionné qu'ils regrettaient que la commission électorale indépendante n'ait pas eu à compter des bulletins bureau par bureau. Et cette même organisation, c'est-à-dire que la commission des observateurs de l'Union européenne avait aussi noté toutes sortes de bourrages d'urnes et de tout ce qui pouvait arriver en défaveur d'une élection transparente. Donc, ce que Alassane Ouattara aujourd'hui revendique le respect de l'ordre constitutionnel, lui qui dit aujourd'hui que c'est l'atteinte à l'autorité de l'État, il était le premier, avec la communauté internationale, à défier le Conseil constitutionnel. Il est arrivé le premier en Côte d'Ivoire avec des armes. Dans quelle constitution on admet des rebelles dans une élection? Peut-être que c'est sa nouvelle constitution de 2016 qu'il a eu à réécrire. Et bien plus, Alassane Ouattara est même venu prendre 2 avocats français. Donc par exemple Dumas, qui d'ailleurs a été ministre des Affaires étrangères de la France, et Vergès, très très connu, qui ont dit, eh bien, recomptons les voix. Comment est-ce possible qu'aux États-Unis, la France encourage qu'on recompte les voix? Les Nations Unies encouragent qu'on recompte les voix. Comme je l'ai dit, ça s'est passé à l'élection d'Al Gore face à George Bush. Al Gore s'est incliné après que les voix aient été recomptées. Mais en Côte d'Ivoire, on a dit non, on n'a pas de temps. Passons comme ça. Et Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, était le premier à dire recompter les voix était une injustice envers Alassane Ouattara. Et il ne faisait que répéter ce que son envoyé spécial, corrompu, qui était de l'ONUCI, c'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, avait lui à déclarer. Parce que, juste après la commission électorale indépendante, qui a donné Ouattara gagnant de l'élection, eh bien, n'oublions pas que le représentant de l'ONUCI, le représentant de l'ONUCI à Abidjan, avait fait une sortie pour déclarer Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Mal lui en a pris. Les chiffres qu'il donnait ne correspondaient pas à ceux de la commission électorale indépendante, ni à ceux du Conseil constitutionnel. Il avait donc pris ces chiffres où? Et bien plus, dans son propre livre, il reconnaît que l'UNICI n'avait, lui, en fait, à être présent que dans 721 bureaux de vote. Or, il y avait 20 078 bureaux de vote. Donc, l'ONUCI n'avait été présent que dans 3,6% des bureaux de vote. Mais l'ONUCI, représentant l'ONU, a validé l'élection d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en défiant l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, lorsqu'on voit, donc, avec une analyse, ça a donné quoi? Une guerre, 3000 morts. Et finalement,
celui qui a été élu, le président qui est au pouvoir, a été débarqué par non seulement les rebelles, mais l'armée française. Un gouvernement a été installé dans un hôtel, à l'hôtel du Golfe, en défiant les institutions de la République, en violant la Constitution. Et c'est dans le même ordre d'idée qu'Alassane Ouattara continue sa longue chevauchée. Et cette chevauchée va conduire malheureusement le pays dans l'abîme. Puisque lorsqu'on voit ce lundi 9 novembre 2020, les manifestations qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, un défouloir, Daoukro, pratiquement un urinoir, et même Abidjan, futur mouroir, puisqu'aujourd'hui, on est en train de fuir la Côte d'Ivoire en une seule journée. Il y a 3500 personnes qui se réfugient. D'autres courent au Libéria, d'autres au Ghana. Parce que la Côte d'Ivoire est en train d'aller tout droit dans le mur. Des affrontements. On les voit. Le blocage de la ville. Le blocage des autoroutes. Les microbes qui apparaissent de partout. Des matières de gourdin. Qu'est-ce qu'on retiendra donc d'Alassane Ouattara? Si déjà la priorité des priorités n'a pas été, à savoir la réconciliation de la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire, peut-on parler de développement lorsqu'on marche sur des cadavres humains, sur des montagnes de victimes? Peut-on parler d'un succès lorsqu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se réduit à 3 personnes? Alassane Ouattara, aujourd'hui, chef d'État, empereur, gouverneur, roi, dirige tout. Et à côté de lui, son bras droit, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, et en même temps ministre des Forces armées, de la Défense. Et c'est lui qui doit traquer les opposants. Et là, vous avez de l'autre côté un général qui doit diriger aussi les ministres. Et puis, comme à la fin, c'est le ministre de la Justice. Ou Satan ou Sansan. Appelez comme vous voulez. Voilà donc la Côte d'Ivoire. Une dictature pure, dure, unie, que les grandes puissances sont incapables de condamner. Parce que Alassane Ouattara a été installé en toute illégalité, en toute malhonnêteté, pour servir des intérêts impérialistes. Cette Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pourquoi ne parle-t-on pas à Alassane Ouattara de pouvoir se remettre en question? Le pouvoir, c'est bien, mais transformer un pays en mouroir, voilà le couloir qu'a choisi Alassane Ouattara. Qui, pour sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
C'est là la véritable question qui est en train de tarauder les esprits. Et subitement, ne trouvant plus de solution, arc-bouté dans l'illusion de pouvoir s'imposer par la force, Alassane Ouattara, aujourd'hui, est obligé de dépêcher Ahmed Bakayoko pour aller négocier avec celui qu'il considérait comme son ennemi à vie, Laurent Gbagbo. Vous avez appris que Ahmed Bakayoko a décroché son téléphone pour appeler le prisonnier à qui ils ont refusé de donner des papiers, à qui on promettait encore 20 ans de prison, tout comme il a promis à tout le monde, puisque lui, il a promis à tous ses opposants la prison. Il a déclaré dans les médias français. Et maintenant, il repart voir le même Laurent Gbagbo. Et c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui qui conseille Ahmed Bakayoko de desserrer les taux. En fait, si Ahmed Bakayoko et Alassane Ouattara vont solliciter aujourd'hui Gbagbo, c'est avec l'injonction de la communauté internationale. Parce que Alassane Ouattara n'est plus celui-là qui peut appeler des gens sur la table de négociation. Alassane Ouattara s'est discrédité. Alassane Ouattara a laminé, a émietté, a balkanisé un pays à ce qu'on peut dire des rivalités de communauté. Et le seul qui peut jouer donc aujourd'hui le rôle de rassembleur se retrouve celui qui pourtant, selon les plans des Français, était dans la minorité des bêtés. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara constate que c'est lui qui est mis en minorité et que c'est le petit bêté, Laurent Gbagbo, qui a la majorité auprès de la communauté internationale, auprès des panafricanistes africains, auprès même de l'opposition ivoirienne. Parce qu'il incarne la sagesse, il incarne la souplesse et il incarne aussi ce qu'on peut dire la maturité. Ce qu'on voit donc aujourd'hui, c'est que la France, l'Union européenne, veulent faire sortir Alassane Ouattara d'un bourbier en utilisant un joker qui est Laurent Gbagbo pour qu'il puisse rassembler des gens sur la table afin de pouvoir discuter de la nouvelle orientation qu'on peut donner à la Côte d'Ivoire. C'est donc aussi une façon de dire à Alassane Ouattara au revoir, puisque si la France ne peut plus soutenir ouvertement la Côte d'Ivoire, si les grandes puissances jusqu'à présent hésitent à lui adresser les félicitations, si la CEDEAO qui est à côté de lui n'a toujours rien dit par rapport à l'élection présidentielle, si l'Union africaine et tous les autres ne se contentent qu'à dire que retour au dialogue, il faut donc déjà savoir, on dialogue avec qui? On dialogue avec ceux que Alassane Ouattara accuse de terrorisme, d'atteinte à l'autorité de l'État. Cela donc veut dire qu'il a perdu tous ses moyens. Et on utilise donc la passerelle. L'homme fort aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est donc bel et bien Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, jeté dans les oubliettes, mais dans l'histoire, vous pouvez, comme le dit un proverbe africain, tremper le diamant dans la boue, mais ne perd jamais sa valeur. Noirci, haï, détruit, avili, le revoici comme un ange qui vient du paradis. Laurent Gbagbo,
aujourd'hui tendons la main à la Côte d'Ivoire et c'est à lui maintenant que la communauté internationale va beaucoup plus faire confiance. Puisque chacun d'entre nous a vu pendant son mandat comment il a été combattu avec des coups d'État organisés par le même Ouattara en 2002. Mais qu'à cela ne tienne, il a laissé comme un démocrate Alassane Ouattara compétir. Il est le seul capable aujourd'hui de pouvoir mener la Côte d'Ivoire vers le pardon mutuel, vers les assises de la réconciliation et vers une nouvelle république. Et non la république façonnée avec une fausse constitution version Ouattara. Et avec cela, Alassane Ouattara étant écarté, voici la nouvelle locomotive de la Côte d'Ivoire qui va donc conduire cette Côte d'Ivoire et la communauté internationale l'accompagnera. Même si ce n'est pas pour devenir président, mais c'est tout au moins pour mettre les bases de la démocratie et d'un nouveau départ. Et sachez-le, vous allez vous rendre compte que cette France qui a soutenu Alassane Ouattara, c'est la même France qui sera la première à jeter Alassane Ouattara entre les griffes de la CPI. C'est la même France qui va oublier tout ce que Alassane Ouattara a eu à faire par rapport à ses entreprises. Parce que il y aura toujours une coopération franco-ivoirienne. Comme le disait, bien sûr, De Gaulle, le général de Gaulle, en 1967, je cite, « Les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Langue serpentine, langue mutine, langue cortine, langue assassine. » On m'appelle J. Rémi